On dit que la vérité nous rendra libres. Mais pour les escrocs et les fraudeurs, la vérité, c'est leur pire ennemi. Les laissant enfermés derrière les barreaux ou couverts de honte par la société, aujourd'hui, nous allons parler d'une collection de fraudeurs qui se sont accidentellement dévoilés, révélant leurs propres mensonges, crimes et escroqueries. Qu'il s'agisse de faux malades du cancer ou des plus tristement célèbres adeptes du lip sync, on va jeter un coup d'œil sur les personnes qui ont poussé leurs mensonges un peu trop loin, s'exposant ainsi elles-mêmes. Bluff de l'aveugle. En 2008, un homme nommé John Caltabiano de la ville de Catskill, dans l'état de New York, a décidé de jouer une partie très littérale de bluff d'aveugle. Caltabiano a essayé de voler le gouvernement à l'aveugle, en prétendant qu'il avait complètement perdu la vue lors d'un accident de travail. Une escroquerie qui aurait pu lui rapporter jusqu'à 1,3 million de dollars d'aide sociale. Ces affirmations étaient soutenues par sa petite amie, et au moment de présenter sa demande, elle lui a pris le bras et l'a lentement guidé dans la salle d'audience, dans le cadre d'un numéro convaincant qui a dupé le juge. Bien que John ait reçu la première tranche d'argent, il aurait dû rester vigilant, car il ne s'est pas rendu compte qu'à partir du moment où il a gagné le procès, il était surveillé de près par 2 enquêteurs privés. Les agents de la répression des fraudes ont repéré John qui se promenait tout seul, regardait à travers la vitrine d'un magasin et circulait en voiture sans aucune aide, les exposant lui et sa petite amie comme des escrocs malveillants. Aux yeux de la loi, John avait commis une fraude et le tribunal l'a condamné à 4 ans de prison. La petite amie de Caltabiano n'a été condamnée qu'à 3 ans de mise à l'épreuve, ce qui, tout compte fait, a été un coup de chance. Avec le recul, John aurait probablement dû attendre un peu plus longtemps avant de sauter dans sa voiture et de dépenser ses gains mal acquis. Je suppose que le recul est de 20 sur 20, mais encore une fois, la vision de John l'est tout autant. Hilaria Baldwin. Hilaria Baldwin, c'est une instructrice de yoga, une entrepreneuse et une auteure américaine. T'as remarqué que j'ai dit américaine? Avant 2020, Hilaria s'est fait connaître en tant qu'épouse espagnole de l'acteur Alec Baldwin. Le site internet de son agent indique qu'elle est née à Majorque et elle affirme avoir quitté l'Espagne pour New York à l'âge de 19 ans. Dans les interviews, elle parlait avec un fort accent espagnol. Et lors d'une émission culinaire du Today Show, Hilaria a même semblé oublier le mot anglais pour concombre. Cependant, les internautes ont rapidement remarqué que son accent espagnol était très incohérent, et les journalistes ont commencé à s'intéresser à ses origines. Hilaria a fortement laissé entendre que sa famille était espagnole, mais il s'est avéré que ses parents étaient très américains et avaient été interviewés auparavant. Ils avaient déclaré que la famille n'avait déménagé en Espagne qu'en 2011 lorsqu'Hilaria avait 27 ans, et ont expliqué que leur famille n'avait pas une goutte de sang latin. Les anciens amis d'école d'Hilaria n'ont pas tardé à vendre la mèche à Tolosa, révélant que le vrai nom d'Hilaria était Hilary, et qu'elle est née et a grandi à Boston et non à Barcelone. En décembre 2020, Hilary a finalement admis son manque d'héritage espagnol sur Instagram, mais elle a également redoublé d'efforts en se décrivant comme culturellement fluide, tentant de se justifier en parlant d'amour profond de sa famille pour l'Espagne et sa culture. À mon avis, Hilary et la culture espagnole n'ont qu'une seule chose en commun, un tas de conneries. Idrik a tout gâché. Les années 80 ont été une époque étrange pour un grand nombre de raisons. L'une d'entre elles étant la popularité de James Idrik. C'était un médium autoproclamé qui montait sur scène en pyjama mystique, feuilletant les pages de livres avec son esprit. Le public des années 80 qui portait des néons a adoré, jusqu'à ce que James Idrik soit défié par James Randi, un magicien qui a fait carrière en dénonçant les faux médiums. Randi a offert à Idrik 10 000 $ pour prouver que ses pouvoirs étaient bien réels dans un épisode de That's My Line. Et Idrik, avide d'argent, a enfilé sa robe de chambre, coiffé sa coupe au bol et relevé le défi. Randi a placé des coquilles de cacahuètes autour du livre pour voir si Idrik soufflait pour tourner les pages. Et voilà le résultat. Ouais, c'est un peu con. Idrik a prétendu plus tard qu'il ne pouvait pas faire le tour car les cacahuètes et les lumières du studio causaient des interférences électriques. Mais il est clair que les cacahuètes interféraient simplement avec sa capacité à mentir. Tout ce discours sur les pouvoirs psychiques et pourtant il ne pouvait pas prédire sa propre humiliation de la manière la plus publique possible. Vol sur l'autoroute. Si Hollywood m'a appris quelque chose, c'est que les braquages de banque nécessitent une équipe de criminels hétéroclites. 3 ou 4 rebondissements déroutants et un ex-détenu blasé qui revient pour un dernier coup. Mais il s'avère que les casses ne nécessitent pas toujours autant de planification.
En 2021, les portes d'un camion blindé ont mal fonctionné à San Diego, souvent et laissant une traînée d'argent étalée sur l'autoroute. Lorsque les automobilistes sont tombés sur la scène, la plupart d'entre eux se sont arrêtés, profitant immédiatement de l'occasion pour sauter de leur voiture et se remplir les poches. Demi Bagby a téléchargé des vidéos de la scène sur TikTok, se montrant en train de ramasser des liasses de billets et de les jeter autour d'elle. Elle a également filmé d'autres personnes se démenant à quatre pattes pour rassembler des poignées d'argent. Ça semble être le crime parfait, mais selon les flics, le principe du Finders Keepers n'est pas juridiquement contraignant. La California Highway Patrol a déclaré que ces images constituaient des preuves de vol, et la vidéo TikTok pourrait conduire plusieurs personnes en prison. Bagby affirmait qu'elle n'avait pas emporté d'argent, mais si elle en avait empoché, son propre compte TikTok pourrait faire office de pièce à conviction. Bébé bidon. Becca Beuschhausen est une blogueuse qui a connu le succès et qui a tissé une toile de mensonges. En 2009, elle a prétendu être enceinte, affirmant que son enfant à naître était atteint d'holoprosencéphalie, une maladie rare qui entraîne souvent des morts-nés. Son histoire est devenue virale et les sympathisants ont afflué sur le blog de Becca pour lui apporter leur soutien. Le blog était déchirant, tragique et complètement faux. Becca n'était pas du tout enceinte, elle avait inventé son enfant pour attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, Becca a commencé à demander à son public plus que des pensées et des prières, demandant des cadeaux et de l'argent pour l'aider à la soutenir. Les cadeaux ont afflué, mais cette escroquerie avait une date limite d'utilisation. Et à mesure que le cap des 9 mois se rapprochait, Becca a commencé à paniquer. Lorsque le terme est arrivé, elle a acheté une poupée ultra réaliste et en a posté une photo, affirmant que son bébé miracle, April Rose, avait survécu à l'accouchement, avant de décéder quelques heures plus tard. La plupart des fans l'ont cru, à l'exception d'Elizabeth Russell, une femme qui, par coïncidence, possédait la même poupée. Elizabeth Russell a immédiatement compris qu'April Rose était fausse et a créé son propre blog pour dénoncer les mensonges de Beuschhausen. Lorsque la vérité a commencé à éclater, Beuschhausen a été obligée de se confesser. Elle a admis qu'elle était devenue dépendante de l'attention que le blog lui avait apportée et qu'une fois qu'elle a commencé à recevoir 100 000 visites par semaine, les mensonges sont devenus incontrôlables. Le scandale a peut-être ruiné la réputation de Becca, mais pour certains autres escrocs, elle a apparemment été une source d'inspiration. En 2019, Casey et Geoffrey Lang de Pennsylvanie ont copié Becca, en fourrant un oreiller dans la chemise de Casey et en achetant une poupée réaliste pour inventer une fausse grossesse et la mort subséquente de leurs faux enfants. Les Lang ont ensuite lancé une page GoFundMe pour payer une urne personnalisée et planter un arbre en l'honneur de leur bébé, en tentant de voler l'argent pour eux-mêmes. Cependant, après avoir été informé par l'un des amis des Lang, la police a contacté des hôpitaux et des pompes funèbres de la région, découvrant ainsi que le bébé des Lang n'avait jamais existé. Les flics ont alors fait une descente chez les Lang, découvrant immédiatement la fausse poupée et arrêtant les faux parents. Ils ont été obligés de rembourser les bienfaiteurs et lorsque les Lang se sont retrouvés devant les tribunaux, accusés de vol, je suis sûr qu'ils ont pleuré comme de vrais bébés. Biker Babe. Des imperfections floutées au dîner par glissé-déposé, beaucoup d'influenceurs aiment exagérer la vérité, en formant des relations de travail étroites avec les logiciels de retouche photo. Parmi tous ces influenceurs, la reine du catfish est sans aucun doute Soya no Soi, une tweeteuse malhonnête qui a accidentellement dévoilé un énorme secret sur Twitter. Soya est une passionnée de moto qui a créé un compte Twitter en 2019, amassant rapidement un public de plus de 20 000 followers au fur et à mesure qu'elle mettait en ligne des photos de son impressionnante collection de motos, ainsi que d'une bonne dose de selfies. Ses fans étaient loin de se douter de la façon choquante que cette belle motarde était en réalité un homme de 50 ans nommé Yasuo Nakajima, qui utilisait une application de changement de visage pour créer une toute nouvelle identité en ligne et gagner plus de followers sur Twitter. Le plan a parfaitement fonctionné jusqu'à ce que Yasuo poste une photo de sa moto, sans se rendre compte que son visage non retouché était visible dans le rétroviseur de la moto. Juste comme ça, Yasuo a été exposé et l'homme derrière la femme a été révélé. Que s'est-il passé ensuite pour Yasuo? L'embarras? La honte publique? Pas vraiment. Bien qu'il ait été démasqué, Yasuo a continué de publier des messages en tant que femme et étonnamment, le nombre de ses followers a fait qu'augmenter, s'élevant maintenant à plus de 36 000, bien qu'elle n'existe pas techniquement. Pour être honnête avec Yasuo, ce n'est pas que la poudre aux yeux. Ses cheveux flottants sont les siens et on peut dire que ses mèches luxuriantes méritent tous les followers qu'il reçoit. Maman, et c'est le mot. Jordan Cheyenne est une vlogueuse beauté dont la carrière a mal tourné lorsqu'elle a accidentellement téléchargé la mauvaise vidéo sur sa chaîne YouTube. Lorsque le chien de leur famille a été diagnostiqué avec une maladie mortelle, Cheyenne a réalisé une vidéo déchirante avec son enfant de 9 ans. La mère et le fils étant tous deux en larmes alors qu'ils décrivaient la tragédie depuis les sièges avant de la voiture de Cheyenne.
À la fin de la vidéo, Jordan a dit au revoir et a placé une main sur la caméra. Mais dans la vidéo non éditée qu'elle a téléchargée par erreur, on peut la voir retirer sa main, la caméra tournant toujours, et ce qui s'est passé ensuite a choqué ses fans et ruiné sa carrière. I love you guys. Bye. Come here. Come closer for the video. Come closer. Come closer. Come closer. Put your head right here. Come closer. Closer. Down. Put your head down here. Act like you're crying. Really quick. I am crying. Put your hand like this. But let them see your mouth. Let them see your mouth. Look at me. Look at me. I'm actually crying. I know. Look at me. Look at me. Look at the camera. Look at the camera. Le monde entier a regardé Cheyenne forcer son fils en pleurs à poser devant la caméra, juste pour créer une vignette qui permettrait à la vidéo de gagner quelques vues supplémentaires sur YouTube. Les réactions ont été immédiates, ses fans ne pouvant pas croire qu'elle exploite son enfant et son chien malade pour attirer l'attention, sans aucun remords ni émotion. Cheyenne s'est excusée mais sa réputation était foutue, et elle a finalement supprimé sa chaîne et s'est éloignée des réseaux sociaux. Espérons que maintenant elle se préoccupera davantage de son fils que des opinions des étrangers en ligne. La courbe s'accentue. Le documentaire de 2018, Behind the Curve, visait à exposer les membres de communautés de la Terre plate. Mais en fin de compte, l'équipe du documentaire n'avait pas besoin de s'en préoccuper. Une fois que les caméras ont tourné, les adaptés de la Terre plate se sont plutôt bien débrouillés pour s'exposer, en menant 2 expériences qui ont prouvé que leur propre théorie du complot était fausse. Tout d'abord, les platistes ont dépensé 20 000 $ pour l'achat d'un gyroscope laser à anneaux. À l'intérieur de ce gyroscope de haute technologie, 2 lasers sont tirés dans des directions opposées autour d'un anneau. Tous 2 se dirigent vers un capteur. Comme la vitesse de la lumière est toujours la même dans le vide, les faisceaux lumineux atteignent toujours le capteur en même temps, sauf si l'anneau tourne. Si le gyroscope tourne dans un sens, le capteur tournera vers l'un de ces lasers, ce qui signifie que ce laser atteindra le capteur plutôt que l'autre, ce qui peut être mesuré par un décalage de fréquence entre les 2 faisceaux. Cela signifie que si tu places un gyroscope sur un objet, il peut utiliser cette courbe entre les lasers pour mesurer si l'objet tourne et à quelle vitesse il tourne. Avec des versions sophistiquées de ces gyroscopes, tu peux suivre la rotation de la Terre elle-même, mesurant une rotation de 360 degrés toutes les 24 heures, soit 15 degrés en 1 heure. Les platistes n'étaient pas d'accord car ils pensaient que la Terre était un disque plat stationnaire et que, selon leur logique, un gyroscope ne devrait pas mesurer de rotation. Surprise surprise, au bout d'1 heure, le gyroscope utilisé par les platistes de Behind the Curve affichait une rotation de 15 degrés, réfutant ainsi leur propre croyance et jetant 20 000 $ directement à la poubelle. Heureusement, les platistes ont admis leur erreur, ont changé de comportement et sont devenus des membres honnêtes de la communauté scientifique. Non, je plaisante. Ils ont soutenu que le gyroscope à 20 000 $ n'était pas assez performant et que les énergies célestes provenant du ciel interféraient avec l'équipement. Ils ont donc décidé de mener une deuxième expérience. Ils ont installé 2 planches sur un plan de terre complètement plat et ont percé un trou à travers ces dernières à exactement 6 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un platiste appelé Enrique se tenait à 1,5 km de là, sur le même plan plat et dirigeant une torche puissante vers les planches. Si la Terre était plate, alors lorsqu'Enrique, se tenant à sa lumière à 6 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle devrait briller tout droit et passer à travers les 2 trous. Cependant, la Terre est en fait ronde, et sur une distance d'1,5 km, la Terre s'incline d'environ 2 mètres. Cela signifie que pour faire briller la lumière à travers les trous, Enrique doit tenir la torche 6 pieds plus haut pour tenir compte de cette courbe. Comme on pouvait s'y attendre, lorsqu'Enrique a tenu la torche à 6 mètres, la lumière n'a pas brillé, jusqu'à ce qu'un autre partisan de la Terre plate lui dise à contre-cœur de lever la torche au-dessus de sa tête, et que la lumière soit. À leur décharge, les platistes avaient réussi à mener de vraies expériences scientifiques, mais malheureusement pour eux, la science a fait ce qu'elle a fait de mieux, prouver que notre mère Terre est plutôt ronde que plate. Ceinture noire accroupie, fraude cachée. Pour devenir un maître du kung-fu, il faut de la détermination, du dévouement et des décennies de pratique acharnée, ou quelques mensonges et une fausse ceinture noire. Bruce Silva est une prétendue ceinture noire qui a montré ses compétences sur Hawaii News Now en 2016, en faisant la promotion d'une vitrine de kung-fu à venir. Silva était censé découper une rangée de blocs prétendument en béton solide, mais au début de la démonstration, le présentateur Steve Weihara est intervenu accidentellement. Il s'avère que, quelle que soit la matière des briques, Weihara a pu les briser d'une légère tape. Le spectacle est passé de génial à maladroit et malgré le fait qu'il ait été démasqué comme un imposteur, un Silva aux joues rouges a continué comme si de rien n'était.
Belle Gibson. Belle Gibson a été la femme la plus inspirante du magazine Elle Australie en 2014, en surmontant un cancer, un arrêt cardiaque et une tumeur au cerveau. Tout cela, affirmait-elle, grâce à une combinaison d'aliments sains et de thérapies naturelles. Elle s'est associée à Apple et a signé un contrat de livre avec Penguin, racontant son histoire inspirante dans une application mobile et un livre de cuisine compagnon, The Whole Pantry. Cependant, il s'est avéré que pendant que Gibson buvait des smoothies aux choux frisés et mangeait des avocats, elle racontait des balivernes au public. Et seulement 4 mois plus tard, le monde découvrait que tout ce qu'elle avait dit était un mensonge complet. Les premiers signes de malhonnêteté sont apparus lorsque Gibson a commencé à collecter des fonds, prenant 300 000 $ à ses fans pour lui donner un kit spécifique d'organismes de bienfaisance. Malheureusement, les organisations caritatives ont rapidement révélé qu'elle n'avait jamais reçu d'argent. Et lorsque Gibson a commencé à se déplacer dans une voiture de luxe, les gens ont fait le lien. Rapidement, les personnes du passé de Gibson ont commencé à s'exprimer, affirmant que sa lutte contre le cancer était également inventée. Les journalistes ont suivi ces affirmations, découvrant qu'un vieux scanner cérébral datant de 2011 qui, couplé à d'autres preuves de plus en plus nombreuses, suggérait fortement que Belle n'avait jamais eu de tumeur et qu'elle était totalement en bonne santé. Alors que la pression montait, Gibson a avoué et elle a été reconnue coupable de conduite trompeuse et mensongère et condamnée à une amende de 300 000 $. Gibson est passé du statut de héros à celui de méchant, mais pour un fraudeur au Royaume-Uni, les crimes de Belle ont fait germer une idée. Suivant l'exemple de Gibson, Tony Standen a récolté plus de 11 000 $ sur GoFundMe en 2015 pour qu'elle et son fiancé puissent avoir le mariage de leur rêve avant qu'elle ne meure d'un cancer en phase terminale. Mais bien sûr, Tony n'avait pas de cancer. Standen a menti à sa famille et à ses amis en se rasant la tête et en prétendant être en phase terminale pendant 5 ans. Tout le monde pensait que Tony était en train de mourir. Mais après le mariage, elle a avoué la vérité à ses amis les plus proches, pensant qu'elle pouvait leur faire confiance. Faisant preuve d'une bonne moralité, ses amis ont immédiatement partagé la nouvelle et Standen a été démasqué, passant 5 mois en prison pour fraude. Standen s'est peut-être remis ses amis, sa famille et son nouveau mari à dos, mais je pense que cette histoire aurait rendu Belle très fière. Flopstars. Pendant une brève période à la fin des années 80, Milli Vanilli a été l'un des plus grands groupes musicaux du monde. Fab Morvan et Rob Pilatus étaient connus pour leurs chansons entraînantes et leurs pas de danse mortels. Mais aujourd'hui, ils sont célèbres pour leur fraude, devenant les figures de proue de l'un des plus grands scandales de l'histoire de la musique. En 1988, le manager musical Frank Farian enregistre une chanson avec un groupe de chanteurs américains et il le sort sous le nom de Milli Vanilli. Alors que Girl You Know It's True grimpe dans les charts en Angleterre, Farian découvre les deux choristes Rob et Fab qui vivent à Munich. Le duo ressemblait à des mannequins, savait danser et avait désespérément besoin d'argent. En d'autres termes, ils étaient parfaits pour l'escroquerie de Farian. Et il les a choisis comme visage du groupe, les laissant faire la synchronisation labiale lors des concerts et faire comme s'ils chantaient toutes les chansons. En l'espace de 2 ans, Milli Vanilli a enregistré 3 singles numéro 1 et a reçu un Grammy pour le meilleur nouveau venu. Rob et Fab étaient devenus des pop stars mondialement connus sans chanter une seule note. Mais au fur et à mesure que Milli Vanilli prenait de l'ampleur, la vérité a commencé à apparaître au grand jour. Tout d'abord, les pseudo-chanteurs parlaient avec d'épais accents allemands et français, alors que les vrais chanteurs derrière Milli Vanilli chantaient des chansons comme des New-Yorkais nés et élevés. Chaque fois que le duo était interviewé, il avait du mal à prononcer les noms de ses propres chansons, ce qui attirait la méfiance des journalistes. En 1989, alors qu'ils imprêtaient Girl You Know It's True dans le Connecticut, la piste d'accompagnement s'est bloquée, faisant tourner en boucle les mêmes quelques secondes. Rob et Fab ont cessé de faire semblant de chanter, mais leurs voix ont continué, martelant les mots « Girl You Know It's » encore et encore, exposant leur fraude à une foule de 80 000 fans. Finalement, la culpabilité est devenue trop forte pour Fab et Rob, et ils ont tout avoué lors d'une conférence de presse publique. Leur Grammy a été révoqué et 27 procès ont été intentés aux États-Unis par des fans indignés, affirmant que le groupe de Frank Farian avait commis une fraude. Après cela, au fil des décennies, Girl You Know It's True n'a plus la même résonance, vu que Girl, nous savons que c'est faux. Se cacher vers le haut. Voici Falcon Inn, également connu sous le nom de Balloon Boy, un enfant de 6 ans qui est devenu le centre d'une énorme histoire impliquant la garde nationale, Wife Swap, USA et un ballon argenté géant. En 2009, Richard et Mayumi Inn ont déclaré à la police que dans un accident bizarre, leur fils Falcon s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'un ballon d'hélium géant, qui avait été libéré par inadvertance et qui volait dans le ciel au-dessus du Colorado. La garde nationale a déployé ses hélicoptères, traquant Falcon sur 60 000 jusqu'à ce que le ballon s'écrase dans un champ vide. Tout le monde a retenu son souffle, mais lorsque la police a fouillé le site de l'accident, Falcon était introuvable. Peu après, Richard Inn, soulagé, a fait une annonce.
Falcon avait été retrouvé caché dans une boîte en carton dans les combles au-dessus de leur garage, et il avait fait une farce à ses parents pendant tout ce temps. La farce de Falcon a attiré l'attention des médias, mais certaines personnes ont commencé à suggérer qu'il s'agissait peut-être d'un canular. Il s'avère que les In n'étaient pas étrangers à l'attention des médias. La famille était apparue à 2 reprises dans l'émission Wife Swap USA, et Richard avait récemment essayé de proposer à TLC une émission de télé-réalité sur sa famille déjantée. Après que des allégations de fraude ont commencé à circuler, la vérité a été exposée lors d'une interview choquante sur CNN. Richard a demandé à Falcon « Pourquoi tu n'es pas sorti du garage ?» Et Falcon a répondu « On a dit qu'on avait fait ça pour l'émission » et exposant ainsi ses parents devant tout le pays. Grâce à cette confession et au passé de Richard, les autorités ont compris que Richard avait inventé l'histoire du garçon au ballon pour attirer l'attention des médias, en espérant que cela permettrait à la famille d'avoir sa propre émission de télé-réalité. La réalité s'est finalement imposée lorsque Richard a été condamné à 90 jours de prison et 36 000 $ de dédommagement, couvrant les frais de déploiement des hélicoptères et des forces de police à la poursuite du ballon vide. Tout le plan des In reposait sur la capacité d'un enfant de 6 ans à mentir en direct à la télévision, mais malheureusement en matière d'honnêteté, Falcon n'a pas pris exemple sur son père. iPhone? Non, mon téléphone. Il s'agit d'Alexander Voloshin, un influenceur altruiste qui a offert un iPhone à une petite fille par bonté d'âme, avant de télécharger l'échange réconfortant sur TikTok en 2021. Malheureusement, la mère de la petite fille avait également une vidéo à partager, en téléchargeant un clip en coulisses qui montre ce qui s'est réellement passé après qu'Alexander ait fini de filmer. Сейчас ребенок расстроится, плакать будет. Так нельзя делать. Давай 2000 гривен, да, нормально будет? А? Нет, не отдавай. Там, Нет, нет. Надо забрать этот телефон, даже телефон. Так уже не будет. Давайте вызовем полицию. Нет. Подай телефон, пожалуйста. Что, блядь, происходит? Женщина. Une fois la vidéo terminée, Voloshin a essayé immédiatement de reprendre le téléphone à la jeune fille, en lui disant que c'était qu'un accessoire pour le TikTok. Il lui a proposé 70 $ pour le rendre, mais la mère a refusé. Ce qui a poussé Voloshin à arracher le téléphone de la main de la jeune fille et à s'enfuir de la scène hors caméra. Alexander a peut-être récupéré l'iPhone, mais il ne retrouvera jamais sa réputation. Sa décision de télécharger le TikTok original en essayant de se présenter sans vergogne comme un héros a suscité une énorme réaction négative. Et Alexander a depuis supprimé son TikTok et son Instagram. Je me demande si la perte de tous ses fans valait bien un iPhone. J'espère qu'il s'agissait du modèle le plus récent. Message contradictoire. En 2017, le chef de la police de Tampa, en Floride, a tenu une conférence de presse très importante, évoquant la capture d'un dangereux criminel. Le chef était épaulé par une équipe de policiers, le maire de Tampa et Darlene Roberts, l'interprète en langue des signes de l'événement. Pendant que le chef racontait les détails choquants du crime, les citoyens de Tampa regardaient avec horreur. Mais les membres de la communauté sourde de Tampa se grattaient la tête lorsque Darlene a commencé à lancer un mélange de signes de charabia, de mots aléatoires et de ce qui semblait être de mouvements de danse. Il est vite apparu que Darlene Roberts ne connaissait pas un seul signe et qu'elle imitait simplement ce à quoi elle pensait que la langue des signes ressemblait. Pour les personnes connaissant le langage des signes, la situation était surréaliste, car Darlene se tenait à côté des personnes les plus importantes de la ville en agitant les bras. Il s'avère que Darlene était simplement rentrée dans le bâtiment et avait dit au porte-parole du département de la police qu'elle avait été engagée pour faire de l'interprétation. Personne n'a pris la peine de vérifier ses références, mais s'ils l'avaient fait, et ils auraient découvert qu'elle n'avait aucune expérience en matière de signalisation. Mais qu'elle avait des antécédents en matière de fraude, avec des condamnations antérieures. Une fois la conférence terminée, les plaintes concernant Darlene ont afflué, mais c'était trop tard. Elle était introuvable ayant pris la fuite. Les actions de Darlene n'étaient pas techniquement illégales et elle n'était même pas payée pour la conférence, alors on ne sait pas exactement pourquoi elle a décidé de saboter l'événement. Quoi qu'il en soit, on peut dire que ce sera probablement son dernier travail d'interprète. Cependant, à en juger par certains de ses mouvements, elle pourrait bien avoir un avenir en tant que chorégraphe. Alors, est-ce que tu penses que ces fraudeurs démasqués ont tous eu ce qu'ils méritaient, ou que certains d'entre eux ont été traités un peu durement? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.